monde. Merci beaucoup d'être venus si nombreux assister à cette rencontre avec Mouna Hachim, qu'on adore à la Fondation Aboubacar Fadeli, parce que c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. Mouna, je vais commencer par une petite introduction. Le micro trop loin, c'est ça? Comme ça va? Oui. Mouna, vous êtes journaliste et écrivaine. Vous avez obtenu un DEA en littérature française. En tant que journaliste, vous avez écrit pour l'Économiste, entre autres. Mais surtout, vous êtes connu pour votre engagement dans la redécouverte et le partage de l'histoire du Maroc. À cet égard, vous explorez l'histoire du Maroc à travers différentes périodes, de l'époque pré-islamique jusqu'au protectorat. Vous vous intéressez aux liens entre passé et présent, cherchant à réconcilier les Marocains avec leur histoire. Vous avez aussi un intérêt certain pour les noms de famille, noms de ville. On va parler de toponymie aujourd'hui, il y a eu aussi l'étymologie. Et un intérêt pour la société marocaine. Comme une anthropologue, vous vous intéressez aux réalités du quotidien, aux aspirations des jeunes et aux défis sociaux auxquels ils font face. Aujourd'hui, et pour la deuxième fois, comme je le disais, la Fondation Aboubacar Fadeli a le plaisir de vous accueillir suite à la publication de votre, si je ne me trompe pas, 8e ouvrage. Vous ne comptez plus? Il s'appelle Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légende. Alors moi déjà, c'est aussi le titre qui m'a tout de suite prise, surtout la partie légende, mais bon, ça c'est peut-être une approche un peu personnelle, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'aimerais commencer par une première question sur le format de ce livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ce livre se présente un peu sous la forme d'un dictionnaire. Comme vous le verrez, je vais vous montrer un peu ici. Donc, vous avez les A, et puis après plus loin les G, etc. Donc, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu le choix de ce format. D'abord, merci pour cette présentation. Merci à la Fondation Aboubacar Fadeli pour cette invitation. Alors, il faut... Voilà, c'est bon. Okay. Donc, merci à la Fondation Aboubacar Fadeli pour l'invitation et évidemment merci à toute l'assistance pour sa présence. J'adore ce format de dictionnaire et d'ailleurs j'ai eu à procéder de la même manière avec le dictionnaire des noms de famille du Maroc. Pourquoi? Parce que, par exemple, le dictionnaire des noms de famille du Maroc, c'était des années de travail de recherche, 5 ans pour la première édition et 4 ans pour la deuxième édition enrichie. Pour celui-ci, je vous assure que je n'ai même pas compté le nombre d'années. Et d'abord, c'est facile pour moi à exécuter parce que en voyage, disons, d'un univers à un autre. Et pour le lecteur, je pense que c'est aussi intéressant parce que on ne va pas je m'excuse l'expression, mais se partir un pavé de A à Z. Donc là encore, on peut papillonner d'un nom à un autre. Et ce que je trouve formidable aussi dans ce format, c'est le système d'interaction qui renvoie d'un nom à un autre. C'est valable, par exemple, pour les noms de famille. Par exemple, quand je traite du nom, je sais pas, Raïsouni, donc je vais mettre, c'est une famille Alami, Machichi, je vais mettre des étoiles et des astérix, et à partir de là, on va aller encore approfondir les recherches. Et c'est encore valable pour là, ce qui fait que ça tisse des liens d'un nom à un autre, d'un univers à un autre, et voilà, et chacun peut le lire dans l'ordre qu'il veut ou dans le désordre qu'il veut. Je pensais que j'étais un peu unique dans mon approche, parce que j'ai exactement fait ce que vous avez dit. J'ai commencé par une ville au hasard, et puis ça m'a amené à une autre ville. Puis bien sûr, je suis allée chercher Salé, en bonne Slaouia, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et ce cheminement, effectivement, est vraiment riche parce qu'on tombe sur des choses qu'on ne connaît pas, où on est amené, voilà, on est plutôt amené vers la découverte de noms qu'on ne connaissait pas. J'en reviens quand même à ce sujet du format, une approche par exemple géographique ou même administrative, régionale, parce que par exemple, quand je me retrouvais dans une ville que je ne connaissais pas, je ne savais pas forcément la situer géographiquement. Est-ce qu'une approche géographique ou administrative aurait pu fonctionner ou pas forcément? Si, pourquoi pas, mais c'est à partir de là, je pense qu'on peut opter pour différentes possibilités de traiter des noms uniquement, je ne sais pas, d'origine amazigh par exemple, et ils sont légion, c'est même la grande majorité. On peut traiter par région, les différentes régions de
du royaume. Mais moi, j'aime bien cette vue d'ensemble comme ça. Et même si je devais l'enrichir et le sortir sous une autre forme, je pense que c'est enrichi, c'est encore ce format dictionnaire. Ça me parle plus. Mais c'est sûr qu'il serait aidé par des cartes, par un système de cartes pour se retrouver un petit peu plus au niveau de la localisation. Parce que autant il y a des destinations qui sont connues de tous, autant des fois c'est des petites localités qui ont parfois connu un passé prestigieux et qui, pour des raisons historiques ou autres, ont connu un déclin certain. Je pense par exemple à toutes ces localités qui se trouvaient, par exemple, sur la route de pèlerinage par l'Est, ou qui étaient d'anciennes oasis prospères et qui ont connu une espèce d'enclavement par la force des choses, ne serait-ce que depuis le début de la colonisation française en Algérie, donc des cités très très prospères et qui ont été un petit peu condamnées à l'enfermement, forcément, parce qu'elles vivaient un petit peu comme ça sur les voies de communication entre les deux rives, et puis d'autres cités aussi qui ont connu un épanouissement extraordinaire. Je pense par exemple à des petites localités comme Titsi, aujourd'hui, mais qui à l'époque avaient un destin fabuleux comme les Saadiens. Donc on n'arrive même pas à réaliser comment des petits lieux comme ça, des petits patelins qu'on croit presque devenus des synonymes de nulle part, donné même dans des anecdotes pour dire que c'est un petit peu un trou perdu, hein, je m'excuse l'expression, mais c'est un petit peu ça. Et quand on revient à l'histoire du lieu, on se rend compte qu'il a... C'est ça, voilà, exactement. On a l'impression que ce lieu n'existait pas, tellement, voilà. Et pourtant, quand on revient à la mémoire du lieu, on se rend compte que, par exemple, je pense à Côte, par exemple, les gens, des fois, ils se demandaient même si Côte existait. Pourtant, Côte, c'est des vestiges romains. Il y a eu des initiés qui sont passés par là au moment où ils ont été expulsés de la ville de Fès. Donc, pas loin de leur deuxième capitale, Basra dans le Rif, qui a été détruite elle aussi entre-temps. Et là, c'est encore une autre histoire parce qu'ils ont carrément disparu des cartes. Donc voilà, donc c'est merveilleux en termes de recherche et j'espère que j'arrive à communiquer cette passion au moment de la lecture. En parlant de ça, cette passion que vous vouliez communiquer, vous voulez la communiquer à qui prioritairement? Quand on a un format comme ça et qu'on fait justement ce travail de recherche, vous l'avez dit pendant des années, est-ce que c'est pour le grand public ou c'est pour le grand public et pour un public un peu plus averti? Le maximum de monde, en fait, en présentation, vous avez c'est un petit peu mon parcours. Moi, je suis venue à l'histoire par le biais de la littérature. J'ai un en littérature comparée, j'ai bourlingué dans la communication, j'ai travaillé dans la presse. Depuis des années maintenant, je voue à la recherche et donc j'essaie d'allier un petit peu ces différentes disciplines dans un domaine qui est par la force des choses interdisciplinaire, parce qu'il est à la jonction entre différentes disciplines, entre l'histoire, l'anthropologie, la cartographie. Donc, comment arriver à communiquer toute cette richesse de la manière la plus simple possible pour ne pas être rébarbatif, pour ne pas que l'histoire soit synonyme de grandes dates, grands événements, grands noms, et donc toucher justement à cette humanité, en fait, à cet aspect humain de notre histoire. Et pour ça, il faut pouvoir restituer un fond rigoureux, avec un style que je m'efforce à rendre le plus attractif possible. Et donc forcément, tout le monde est visé. Moi, c'est le plus grand nombre de personnes qui est visé. Et j'ai ma seule prétention, c'est de penser que c'est des œuvres qui peuvent survivre après pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Mais quand je dis mes enfants, c'est tous les enfants, au fait. C'est une nouvelle génération qui sont un petit peu déconnectés par rapport à ces savoirs anciens qui se perdent par la force des choses. Et puis j'aimerais aussi, puisque ça reste quand même écrit en langue française, même si mes références sont en grande majorité en langue arabe, j'aimerais autant que ça soit également traduit en langue arabe, pour que ça puisse toucher un public arabophone. En parlant de ça, de la mémoire, vous parlez tout à l'heure avec une personne qui n'était jamais venue à la Fondation, et elle partageait avec moi l'importance de lieux comme celui-ci, parce que
Ce sont justement des lieux de mémoire. Et dans cette œuvre-là et dans vos œuvres de manière générale, je pense que c'est vraiment cette idée qui vous importe, c'est raconter ce que l'on est maintenant et comment est-ce qu'on s'est construit, en fait. Comment est-ce que le nom de cette ville a été un autre nom ou a été dans une autre langue, et ce que ça a été de vous. C'est exactement ça. De toute façon, j'ai toujours été interpellée par cette question de l'identité depuis mon premier travail. Mon premier roman, c'était Les Enfants de la Chaouia. C'est un roman moitié autobiographique et qui touche à la bien ordonnée, comment par soi-même. Alors, avant de s'attaquer à l'histoire des familles ou l'histoire du Maroc, donc c'est un petit peu, disons, mon histoire, non, mais disons, c'est l'histoire de mon patelin. Moi, je suis casablancaise. La Chaouia, c'est toute cette plaine environnante sur le territoire de laquelle se trouve Casablanca. C'est l'histoire de 3 générations de Casablancais, mais aussi de ruraux de la région propre. C'est un hommage à la ruralité. C'est une espèce de volonté de réconciliation entre la ruralité et la citadinité qui commence un petit peu à connaître des rapports, disons, conflictuels ou en tout cas pas toujours très serein, pas toujours très assumé aussi par les citadins, ses origines rurales. C'est un hommage aux dépositaires de la mémoire, notamment les grands-parents, les grands-mères, qui sont des grands gardiens de la tradition. Mais ça en dit aussi beaucoup sur certains mythes qu'on rapporte sur la légendaire solidarité familiale musulmane ou marocaine. Donc ça secoue quand même quelques mythes comme ça. Donc voilà, donc ça c'était le premier dictionnaire des noms de famille du Maroc. Donc forcément c'est l'identité à l'état pur, parce que quand on touche au nom de personnes, donc forcément sans que ça soit pour autant une espèce de qui est qui, de catalogue de grandes familles, comme certains ont imaginé à un moment. C'est cela parce que derrière le nom, il y a la tribu, il y a le nom, il y a le nom du métier, il y a de tas d'évocations et de tas d'informations par la même occasion sur l'histoire du Maroc, sur ces interpénétrations qu'on va trouver du nord au sud du pays, des mêmes familles, des mêmes tribus qu'on va trouver à Saïd-Mra, dans le House de Marrakech, dans le rêve notamment avec les cheval, etc. C'est fabuleux en termes de réservoir comme ça d'informations propres aux petites histoires des familles, mais qui vous aident à comprendre en fait la grande histoire du pays à travers un autre prisme. Et puis après, j'ai fait le chronique insolite de notre histoire que j'ai présenté ici à la Fondation Aboubacar Kaderi, qui a été édité en France sous le titre Histoire inattendue du Maroc. Et moi, j'avais mis en sous-titre, Maroc des origines en 1907. Et donc, j'avais à cœur de raconter, et ça, je l'ai appris parce que de ce dictionnaire découle beaucoup d'interrogations. Je me suis demandé pourquoi, par exemple, dans la plupart des ouvrages érudits et classiques sur l'histoire du Maroc, on focalise particulièrement c'est-à-dire on commence l'histoire du Maroc avec l'avènement de l'islam, et quand on commence avec l'avènement de l'islam, on commence généralement avec le règne de Moulay Descrones, évidemment sans enlever l'importance de ces faits historiques qui sont passés. Mais il y a quand même une histoire islamique qui est incroyable à découvrir, les liens à la latinité, les liens à tout le bassin méditerranéen, nos racines africaines avec lesquelles parfois on est déconnecté sur le plan historique parce qu'on ne mesure pas à quel point cet ancrage africain est solide et que le Sahara ne constitue à aucun moment une barrière, mais plutôt une voie de communication entre le sud et le nord de l'Afrique. Donc voilà un tas d'interrogations, mais aussi, là encore, on bouleverse quelques mythes sur les mythes glorificateurs des familles. Tout le monde est juif, tout le monde vient de Médine, tout le monde. Donc ça fait pas plaisir à tout le monde, mais moi je suis pas dans une logique ni de confrontation, ni de buzz, ça reste une démarche avant tout scientifique, académique, et en même temps portée par beaucoup d'amour pour bienveillance. Donc à aucun moment il y a
ne serait-ce qu'une idée de toucher à l'intégrité ou à la dignité de qui que ce soit. Mais évidemment, il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. Bah, tant pis, hein, c'est bien de pouvoir en débattre en toute tranquillité. Et donc après, juste pour continuer un peu sur cette idée de l'identité, j'ai eu à parler de l'identité maurisque et de la question de l'Inquisition en péninsule ibérique en traitant de l'histoire d'un personnage qui a réellement vécu, et qui est un Maurice qui a quitté Grenade juste avant les édits d'expulsion, qui a quitté et il a fui. Parce qu'à l'époque, il était interdit de quitter la péninsule, donc il a fui, il s'est retrouvé à Madagan, il s'est retrouvé à l'Ouest, qui était à l'époque portugaise, et de là, il s'est sauvé à Samour, après il est parti à Marrakech, là pour le Saud Déby. Et après la mort de Napoléon Saud Déby, il a été désigné par son fils, Moulay comme ambassadeur en France et aux Pays-Bas pour venir en aide aux Maurice, qui entre-temps ont été pour le coup expulsés à partir du décret de 1609 et qui ont été autorisés par le sultan Moulay Zidane à s'établir donc pour voilà. Et donc c'est un petit peu l'histoire de ce Maurice, mais derrière il y a parce que le titre de l'ouvrage c'est les manuscrits perdus. Et c'est l'histoire de manuscrits incroyables qui ont réellement existé. Là, c'est pas le sujet du jour. Voilà. C'est des manuscrits arabes qui ont été trouvés dans la tour de Grenade et que lui avait été amené à traduire. Et donc, ça pose des questions, là encore, sur l'identité maurisque, l'identité au sens large, la religion, la langue, tous ces éléments-là qui étaient soumis à la persécution de l'Inquisition. Et puis après, le fanatisme catholique en péninsule ibérique, je me suis attaquée au fanatisme musulman, représenté par Bun Soumert, avec le dernier roman, qui était Bun Soumert pour les derniers jours dévoilés, et qui raconte la chute de la dynastie almoravide, et sous le coup d'un fanatique, parce que un chat, même si là encore, c'est pas voilà, et évidemment, c'est un personnage très contrasté parce que c'est un mystique, c'est quand même un sanguinaire et il a installé son mouvement par la force. Et donc voilà, en gros. Donc cette question de l'identité, elle traverse un petit peu mon travail de bout en bout. Et celui-ci, je l'ai fait avant les manuscrits perdus, avant Ben Soumer. Tout ce temps-là, parce que c'est un travail de fourmi. Donc pendant ce temps-là, l'année, des informations, j'enrichissais. Et après, depuis quelques années, j'aurais pu ne jamais le publier parce que c'est interminable en termes de recherche. Question que tu me posais. Dans vos sources, vous citez souvent les mondes africains, vous citez souvent de Khaldun. Après, quand on lit la bibliographie, on se rend compte en fait, que c'est un travail énorme. Et on comprend maintenant à travers ce que vous nous dites que c'est un travail en plus de longue date. Est-ce que c'est facile en fait, de faire de la recherche au Maroc et de trouver des sources? Ah, si on aime, oui, on trouve, bien sûr, bien sûr. En plus, ce qui est merveilleux maintenant, parce que autant pour mes ouvrages précédents, surtout pour les dictionnaires des noms de famille, j'habitais quasiment à la fondation oui, oui. Donc, je commençais en même temps que le personnel le matin et je partais quasiment en même temps, sauf qu'eux, ils avaient un salaire à la fin du mois. Donc, vous voyez que, d'ailleurs, je salue aussi Al-Sari qui est dans la scène. Voilà, et donc là, il fallait ce contact avec les livres. Il y a des livres qui sont inaccessibles. Forcément, il faut aller dans les lieux mêmes où ces livres sont disponibles, où on peut les trouver. Mais entre-temps, il y a eu une évolution extraordinaire parce que maintenant, avec Internet, on trouve plein de livres anciens dans le domaine qui sont tombés dans le domaine public. Et il suffit d'ailleurs, moi j'ai des livres à la maison, par exemple, une référence pour moi incontournable, c'est le livre Khaled Nasseri, par exemple, je l'ai en 3 volumes en arabe, mais je vais sur le fichier disponible sur Internet parce que ça simplifie en plus les recherches, parce qu'avec juste en tapant des mots-clés, on va directement à la phrase qui nous intéresse. Donc la documentation existe, mais elle est multiforme. C'est un champ de recherche justement qui est très
qui joint justement différentes disciplines. Donc on ne reste pas cantonné dans un domaine précis. On va toucher à des ouvrages de géographie, à des ouvrages d'histoire, à des ouvrages de langue, beaucoup de livres de langue, de dictionnaires de langue. Et donc c'est voilà, des revues, beaucoup de revues. Et je salue encore Internet parce que voilà, ça simplifie l'existence aux chercheurs. Et parfois, j'arrive pas à comprendre. Je rencontre encore des universitaires qui ne sont pas familiarisés avec l'outil informatique. Et je trouve ça vraiment dommage. Et vous parlez de la pluralité des langues. Ça, c'est quelque chose aussi qui définit notre identité, qu'on voit beaucoup en fait dans l'étude toponymique que vous avez fait des villes et villages du Maroc. On se rend compte en fait que nos noms sont arabes, sont berbères, sont latins et extrêmement liés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette inspiration linguistique diverse des villes et villages marocains? Ben, déjà, la majorité des noms sont d'origine amazienne. C'est incontestable. Je veux dire, même pour les noms de famille d'ailleurs. C'est un fait, c'est une évidence qui s'impose sans démagogie, et c'est normal. C'est normal, parce qu'on oublie souvent que le Maroc, comme tout le Maghreb, a été islamisé par des berbères orientaux venus des régions métropolitaines, etc., et pas forcément nécessairement par des Arabes, et que l'arabisation a été un petit peu plus tardive, notamment avec cette bédouin Ben Hillel. Et donc le fond amazigh est resté très très fort, et la toponymie en est la preuve manifeste, même dans des régions qui sont pratiquement totalement arabophones, et où les populations sont persuadées d'être à 5% arabes, on va trouver des toponymes parfois à 100% amaziens. Par exemple, l'île, c'est pas un nom arabe. Tet, c'est la source, mais l'île, ça veut dire blanc. C'est la source blanche. Et ils sont légion comme ça. Tout à l'heure, je parlais de etc. C'est que des noms. Et après, ça va encore plus loin parce que des noms comme Tanger, on va trouver de l'étymologie grecque, la mythologie grecque, l'étymologie berbère. Et donc là, tout à l'heure, je parlais justement de ce lien entre le monde amazigh et tout le bassin méditerranéen, avec des influences aussi linguistiques, parce qu'on va trouver des équivalences aussi linguistiques entre le latin et le berbère. Il y a l'apport évidemment des Phéniciens, c'est les navigateurs de la mer qui sont arrivés vers 1200 ou 1400 avant Jésus-Christ et qui ont fondé des comptoirs à travers la Méditerranée et qui ont laissé aussi leur empreinte de manière frappante. On va le trouver, et là, ça se confond. Le berbère se confond avec le phénicien. C'est là où on voit cette fusion, en quelque sorte, qui s'est opérée entre le sémitique oriental et les langues autochtones, de manière à ce que ça a donné quelque chose de pratiquement local. Et je pense à un nom, par exemple, comme Agadir, par exemple. Agadir, tout le monde vous dira, c'est un nom amazigh qui veut dire le fortin, le grenier collectif, etc. Ce qui est vrai. Mais quand on décortique le nom, on a des peuples. Ça a donné Jidar en arabe qui est le mur, ça a donné Ajdir, ça a donné Igoudar, ça a donné Gadira, qui est le nom de Cadix, tel qu'elle a été donnée par les Phéniciens à Cadix. Donc voilà, donc c'est des univers comme ça de sens, sans vouloir être affirmatif de toute manière, parce qu'on est dans l'ordre des... c'est pas une science exacte, on n'est pas dans le domaine des sciences exactes, on ne sait pas qui a influencé qui, mais en tout cas, les similitudes sont là et incontestables. Il y a eu évidemment la période toujours, il y a les Phéniciens et il y a les Carthaginois qui sont leurs héritiers depuis la fondation de Carthage par Didon. Donc là encore, cette culture carthaginoise a montré au fait cette fusion qui s'est opérée à travers le Maghreb entre l'arabe, entre le sémitique et la langue berbère. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé, je l'ai écrit dans un article sur la Darija, sur l'économie, que notre Darija est sans doute une langue antique et qui a évolué à travers les âges
se nourrir au fait de toutes ces influences. Et la Darija, d'ailleurs, explique beaucoup de choses, beaucoup de mots. Elle a gardé un petit peu la mémoire de tous ces mélanges, en fait, qui sont opérés à travers les siècles. Et de cette période phénicienne, on va trouver des noms qui ont été latinisés de manière à ce que ça donne une espèce d'altération. Mais au fait, quand on y réfléchit un petit peu plus, les choses sont d'une évidence. Par exemple, je pense à un nom comme l'ancien nom de Melilla. C'était Russadir. Russadir, c'est la forme, si vous voulez, latinisée ou latine ou européanisée. Mais les sémitiques, comme toutes les langues sémitiques, on écrit sans vocaliser. Donc sur les pièces de monnaie, c'est ras, dir, c'est-à-dire ras, R-S, D-R. Donc ça donne ras, dir. Et ras, c'est le cap. C'est un nom qui rentre dans la composition de plusieurs noms de lieux, pas seulement au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie, tous les endroits qui ont connu cette présence, disons, phénicienne ou carthaginoise. Et puis évidemment, il y a le passage il y a toute la période d'occupation ibère au XVIe siècle. Les Espagnols et les Portugais, notamment les points du littoral. On n'en garde pas des souvenirs marquants parce que les lieux qui ont été occupés, notamment dans la région de Doukkala, par exemple, Santosi, etc., c'est des lieux qui ont disparu des cartes. Mais il y a Casablanca, mais ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que c'est un nom réellement portugais, Casablanca, et qui a donné ensuite Casablanca sa reconstruction par le sultan Sidi ibn Abdallah, sachant que son nom ancien est évidemment Anfa. Et là encore, Anfa, le jour où j'ai dit que c'est un nom phénicien, j'ai failli me faire lâcher. Je me dis non, c'est berbère. Je dis oui, mais les noms berbères pour désigner la colline, ils sont connus, hein, Saourir. Et il n'existe pas un autre nom désignant la colline à travers le Maroc, et peut-être même à travers l'Afrique du Nord, qui est composé de la sorte, avec le mot Anfa. Alors que le nom Anfa, on va le trouver dans les portulans, sur les cartes de navigation du Moyen-Âge, par les Phéniciens, par les Italiens, par les Espagnols et tout, sous le nom Anafé, Nif, parfois Nif carrément. Et là encore, il est commun chez les anciens d'associer morphologie humaine et morphologie géographique. Même on va le fond du cou. Donc Iril, etc., c'est toujours le doigt, le genou, etc., toujours ça indique une proéminence, quelque chose en rapport avec des éléments de la nature. Donc on se configure ces navigateurs qui sont en mer, qui voient une excroissance qui sort, c'est bien connu à Casablanca du côté de l'Arc, là où il y a le phare, et donc voilà, donc c'est un tout simplement. Donc on parlait de la présence des Espagnols et des Portugais, et dans quelle mesure ce nom de Casablanca est une subsistance. En tout cas, les souvenirs ne sont pas marquants au fait sur le plan toponymique. Bon, bien sûr, j'ai oublié l'important, c'est aussi quand même la présence arabe. Puis on a dit que la conquête arabe a connu beaucoup d'éléments arabes, on le veuille ou pas, c'était une islamisation avant toute chose, avant d'être une arabisation. Et la preuve, c'est que les villes de fondation musulmane à cette époque-là portaient quasiment des noms amaziens. Par exemple, Sijil Massa, fondation de Beni Bidra, Zenet, Sijil Massa, c'est un nom arabe. Necourt dans le Rif, c'est pas un nom arabe. Fès, bien que la légende veuille en faire un fès, une pioche découverte par Moulay Idriss, l'origine est à chercher ailleurs dans l'univers amazien. Bon, bien sûr, il y a eu des fondations islamiques arabes avec un nom arabe, peut-être là, par exemple la Alia, sur l'autre rive de la Alia. Par exemple, il y a Basra, qui était une ville très prospère dans l'Europe.
que certaines familles, dans certaines familles, ont gardé justement le nom de famille, qui réfère à cette grande cité qui a été une grande capitale illicite dans le Rab et qui a été totalement décimée en période de guerre. Donc voilà. Donc, mais avec l'apport des Bédouins Beni Hillel au XIIe siècle, là, il y a eu quand même une arabisation beaucoup plus importante, particulièrement dans le milieu rural, parce que l'arabité touchait principalement les centres urbains et bien sûr les centres, même en ruralité, des centres destinés à l'enseignement. Vous connaissez certaines activités culturelles, ça existait bien sûr même dans le milieu rural. Mais avec l'arrivée des Bédouins Beni Hillel, là, la composition, là, la toponymie va en garder des traces flagrantes. Ne serait-ce que, par exemple, avec les noms de tribus. Les noms de tribus, là, c'est en tout cas là, dans le Maroc Chaouia, dans la région de Rabat, Salé, etc. À travers le Maroc, ça va apparaître de manière flagrante. D'autres noms qui réfèrent, bien sûr, à des éléments de la nature, comme c'est l'usage des castels familiaux, des demeures seigneuriales, des maisons de près, de la marché, de la Isidore, etc., à travers le Maroc. Vous avez parlé de l'arabité de certains noms, qui est venu parfois, depuis le protectorat, redonner place en fait à l'identité arabe du Maroc, arabe qui est berbère aussi, mais voilà, à travers la langue qui a repris en fait un certain pouvoir sur géographiquement et toponymiquement sur les noms. Est-ce que il y a dans ce geste-là une perte dans l'histoire aussi, c'est-à-dire le fait qu'on ait des villes qui avaient un nom, qui ont porté un nom pendant un temps et qui sont dû remplacer par d'autres noms. Est-ce qu'il y a un appauvrissement en fait de l'histoire toponymique du Maroc ou pas? Mais en général, je pense qu'il n'y a pas eu véritablement des changements très très importants. Les principaux changements qui se sont opérés, c'est-à-dire que les gens, ils sont tenaces. Hein. Ils vont, même quand il y a des changements de fait qui se sont opérés sur le plan administratif pour des raisons X, continue à utiliser le. Voilà. Par exemple. Je sais pas, par exemple, je sais pas. Comme ça. Mais moi aussi, je cherchais, en fait. C'est une des anecdotes que vous avez racontées dans le livre et j'arrivais pas à retrouver. Est-ce que vous pensez aux noms qui étaient berbères et qui sont arabisés ou qui étaient arabes et qui sont devenus français? Les deux. Là, je parle des deux dans ma question, mais je crois l'exemple que je cherchais, c'était plutôt arabisation d'un nom berbère. D'accord. L'arabisation de nom berbère, par exemple, il y a des choses qui sont totalement aberrantes. Par exemple, Foum l'Hassan, c'est le. D'abord, on l'appelle Foum l'Hassan, c'est pas l'Hassan, c'est le Hassan. C'est le Hassan. Et c'était un nom imi quelque chose, c'était un nom amazigh, totalement amazigh, et bon, mais c'est pas très courant, hein. Je vous assure, les arabisations sont très, très rares. Les arabisations de noms anciens sont très, très rares. Parfois, elles sont même d'érudits amazighs. Par exemple, dans le Souss, il y a une localité qui s'appelle Azarif. Azarif, c'est l'Alain, c'est Chouba. Par exemple, dans les noms de famille, les érudits soussis vont écrire Chabi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les a forcés. Et c'est un tel respect, disons, adulation de la langue arabe que c'est parfois le fait d'érudits eux-mêmes et pas forcément une volonté administrative. Là où il y a une espèce de, disons, de diktat administratif, c'est extrêmement rare et c'est lié à des faits historiques notoires. Par exemple, Momo, après les fameux et tragiques événements, voilà, c'est devenu Ribat al-Khair. Donc il y a des associations qui militent depuis un moment pour revenir à l'appellation initiale. Et d'ailleurs, qui c'est qui l'appelle Ribat al-Khair là-bas? C'est toujours Momo. C'est pour ça que le nom, c'est pas par une opération de Saint-Esprit, on va essayer de changer un nom. Ça change pas aussi facilement. Alors après, évidemment, le nom, il obéit à une politique d'appropriation territoriale. Donc c'est à moi, donc je le rebaptise comme je veux. Et ça, les Espagnols l'ont beaucoup fait
Par exemple, quand ils ont occupé Dakhla, ils l'ont appelé Villa Cisneros. Cisneros, de triste mémoire, c'était l'inquisiteur, conseiller de la reine, responsable d'un immense pogrom, responsable d'avoir brûlé je ne sais pas combien d'ouvrages et de manuscrits islamiques devant la porte de Bibambla. Pour vous dire, le nom, c'est jamais neutre. Donc évidemment, quel Marocain va appeler Villa Cisneros? Personne. Donc le nom c'est propre au fait à cette communauté, au fait qui a proclamé cette appellation. Après, les Français, bien sûr, ils se sont éclatés depuis le début, en tout cas les autorités coloniales, avec des noms qui ont été transformés pour être remplacés. Par exemple, Sidi al-Fraoui, c'est devenu Kombono, qui est un lieutenant qui avait été tué dans la région pendant la période appelée par euphémisme pour l'IOT Petra. Quand on a découvert, après il y a des lieux qui sont liés. Alors ce qui est incroyable, c'est le lieu, moi j'adore Komono, qui est devenu, dans le parler local, qui est devenu Kamouni. Et ça c'est merveilleux parce que à partir d'une francisation d'un nom ancien, on en arrive à... Voilà, exactement. Pardon? Fedalat Mohamedia. Après la visite du sultan Mohamed V pour l'inauguration, je crois, de la Samir. Et en hommage, la ville, elle a adopté le nom Mohamedia. De la même manière, par exemple, la Rachidia. La Rachidia qui est dans l'ancienne... Voilà, exactement. Voilà. Alors, sur ce point, justement, l'impression que j'ai eue en lisant l'histoire de certaines villes, c'est qu'il y a un caractère assez poétique dans les noms amazigh. Vous disiez tout à l'heure, ça fait référence à la géographie, à la nature environnante, alors que pour les noms arabes, je sais pas, ça m'avait l'air un peu plus... oui, voilà, c'était un peu moins poétique. Est-ce que vous avez eu aussi cette sensation dans vos recherches, ou est-ce que c'était moi qui ai eu... Je ne sais pas. C'est-à-dire que après, si on revient aux noms qui réfèrent par exemple aux éléments de la nature, on va trouver beaucoup de lieux qui renvoient à des arbres, par exemple. Tafaya, c'est le tamari, hein, c'est le tafa en arabe par exemple. Romani, c'est romaine. Voilà. Et donc après, si on décortique, on va trouver des choses. Voilà, tous les noms qui réfèrent à l'eau, par exemple, là encore, il y en a légion. Mais c'est vrai que le chant amazigh, voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup de noms de tribus, ce qui revient en force dans la toponymie arabe. Mais comme les noms amazighs sont beaucoup plus importants en nombre, donc forcément on ne voit que ce qui est tout à fait normal. Alors en parlant justement des noms de tribus, j'ai eu l'impression que c'était peut-être une branche un peu sexiste parce qu'en fait on retrouve beaucoup de Ben, beaucoup de Led, mais très peu de Lella et de Bnet. Est-ce que on est patriarcal, hein, et ça a toujours été comme ça. Je pense que ça transparaît forcément de manière évidente dans les noms. Mais ceci dit, il y a une Lella et une Lella Bimola. Lella Takalkos. Voilà. Et ce qui est incroyable, au fait, avec Lella Takalkos, par exemple, est-ce que ça renvoie réellement, parce qu'au fait, l'emplacement ancien de Lella Takalkos a été déplacé depuis la construction du barrage. Et donc les populations ont été déplacées et le nom, bien sûr, est resté. Mais il semble que, déjà, quand on décortique le nom, Takalkos, c'est la forme féminine ou diminutive, et c'est Akakor. Donc quand on parce qu'il faut toujours revenir à la racine pour essayer de comprendre le nom. C'est Kalkor. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de Darija. Encore on dit Kalkor ou Lahada pour dire un amas de pierre, et ça renvoie à la pierre, tout simplement. Donc, ça renvoie, ça évoque l'existence. Donc, d'autres personnes avant moi se sont posé la question de savoir est-ce que le lieu évoque réellement l'existence d'une dame, une sainte ou chamane qui a existé en ces lieux,
ou est-ce que c'est tout simplement un vieux souvenir se remémorant une adoration des éléments de la nature. Et c'est très courant aussi de mettre des CD beaux là où il y a absolument rien. Mon père Larmo qui est né dans la région de Mdiouna, près de Mdiouna, près du village, en pleine campagne, et à côté ils ont Merchiche, c'est connu maintenant, c'est devenu un asile de sorcières et de trucs, mais à l'époque il y avait que des grottes et ils en ont fait. Et mon père est certifié. Mon père est né il est né en 1945. Et donc, il nous dit, il n'y a jamais eu de Sidi ni de moulay dans cette région. C'est uniquement des pierres et des grottes. Et d'ailleurs, pendant la guerre et tout, il y a les soldats. D'ailleurs, le coin était investi par les Français. C'est un petit peu une colline en élévation. Et donc, les gens en ont fait carrément un sanctuaire. Donc, il y a Gio Koboso et alors qu'il n'y a absolument aucune personne qui est enterrée dans les lieux. Donc, ça interpelle là encore sur ces croyances panthéistes, très très anciennes, qui ont subsisté envers et contre tout. Oui. Ah oui, c'est ça. Et ça me rappelle un nom d'ailleurs, ça me rappelle un nom qui est Silbouzi, qu'on va retrouver au Maroc, mais qu'on va retrouver sur d'autres coins du littoral, par exemple en Tunisie. Et certains chercheurs sont persuadés, même s'il y a une similitude avec le nom arabe Abu Zayd, donc on peut penser éventuellement d'un Abu Zayd qui a existé ici, mais des chercheurs sont persuadés qu'il s'agit là d'anciens cultes, d'anciens temples rendus à Poséidon. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que Poséidon est une divinité amazigh, selon les mots même d'Hérodote, de la même manière qu'Athéna, selon toujours Hérodote, et que c'est des cultes nés en Afrique du Nord et qui ont influencé le monde latin. Et donc ce dieu de la mer, tout simplement, on lui rendait des cultes et ça a subsisté des siècles et des siècles dans la toponymie. Là encore, on est dans l'univers du mythe, des légendes. Donc quand c'est de l'histoire, je l'avance en tant qu'histoire, et quand c'est des mythes, ben c'est toujours intéressant à étudier en tant que tel. Oui, justement, j'ai parlé au tout début de ce qui m'avait interpellée. Est-ce que parmi les anecdotes, les mythes et légendes que vous avez découvertes pendant ces années de recherche, qu'il y en a une en particulier que vous aimeriez partager aujourd'hui avec les personnes présentes, qui vous a marqué ou vous avez trouvé particulièrement forte à raconter? Quelqu'un m'a rappelé la dernière fois en rapport avec le nom de... Vous me permettez de revenir au nom de Demnet. Alors, excusez-moi. Je vais le chercher parce que je ne saurais pas le dire aussi bien que c'est écrit. Donc, Demnet. Alors, Demnet, nom berbère, pluriel, au singulier Tedmint ou Dmit, il désigne les terres fertiles. Il est attribué en ce sens à cette ville ancienne, centre lithique de Hescoura, nichée au pied du Haut-Atlas central, dans une vaste cuvette au milieu de vergers verdoyants. La légende y ajoute son sel, un élément arabe, le sang, celui de Net, la jeune fille, contrainte par son père de se marier, s'infligeant pour cela la mort sur un rocher, et donnant par là, selon cette étymologie mythique, le nom de la cité. Ces légendes, avec leurs variantes, ne sont pas sans lien avec les croyances associées au gouffre naturel voisin situé à l'est de la ville, nommé Imin Ifri. Il aurait été peuplé par un monstre à 7 têtes, surnommé Khat al-Raïs, voleur de fiancés, tué par un homme intrépide appelé Malik Seif, l'homme au sabre. La grotte est l'objet de mystérieux rites partagés par juifs et musulmans et couvre de curieux récits rapprochés de mythes anciens comme celui d'Andromède, de Persée, etc., etc. Et là, vous avez parlé des Juifs du Maroc. Ils ont eu aussi un impact sur le choix de certains noms, c'est-à-dire dans l'usage peut-être hébreu de... Non, parce que la langue pratiquée par les Juifs du Maroc était l'arabe et le berbère. Et le juif était une langue exclusivement liturgique et pratiquée uniquement par les rabbins, même pas par le commun. D'ailleurs, même au niveau des appellations, à part, bien sûr, ils ne portent pas des noms proprement musulmans qui renvoient forcément à l'islam, mais des noms, entre guillemets, plus laïques,
qui ne sont pas forts de références religieuses et sont portés de manière... Par contre, la toponymie peut nous dire la trace d'éléments bibliques, au fait. Des noms, par exemple, les Eid Daoud, Eid Issa, jusqu'à quelle mesure certains noms Isho, par exemple, Ben Isho, Eid Isho, etc. Isho, qui, bien sûr, là encore, c'est rapproché d'un nom biblique, Ésaü. Donc, jusqu'à quelle mesure ces noms sont arrivés avec l'avènement de l'islam? Et j'ai plutôt tendance à penser qu'ils sont beaucoup plus anciens que cela et qu'ils évoquent justement cette âme marocaine ancestrale qui a vu passer des peuples et des religions et qui sont restés comme ça ancrés dans la toponymie. Poser une dernière question avant de donner la parole au public. Est-ce que les noms, est-ce qu'ils évoluent dans le temps? Est-ce qu'il y a une façon de nommer les villes qu'on n'utilise plus maintenant? Et est-ce que, voilà, oui, non, c'est ça, je dis ça. Ben, les noms ne sont pas neufs. Justement, c'est ça leur force. Quand on les donnait avant, ils renvoyaient forcément à quelque chose. C'est ou un élément de la nature, une plaine, une rivière, une source d'eau, une plante qui pousse en abondance dans la région, la présence d'un animal, un événement historique marquant. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a eu comme ville nouvelle, par exemple? Pas beaucoup, hein, de constructions totalement... il y a des choses qui sont heureuses, par exemple, donner des noms comme Samsla, qui rappellent l'ancien, voilà, qui rappellent l'ancien nom, par exemple, de cette plaine, l'ancien nom, justement, de la Chaouia, qui était la Samsla. Je trouve que c'est heureux en soi, parce que c'est un beau rappel. Mais sinon, on le voit ne serait-ce que dans la toponymie de nos villes, sans aller au nom de villes et villages, juste les noms de quartiers, les noms de rues, il y a une pauvreté, une misère intellectuelle et qui est affolante. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à carrément faire l'impasse carrément de donner des appellations. Alors, par exemple, à Casablanca, on a Jamila Wahed, Jamila Jou, Jamila Tlassa, Jamila Baha, Jamila Roussa, Jamila Tsandia, Sbaha ou Lassania, je sais pas. Donc, voilà, donc ça interpelle parce que manque total d'imagination, voilà. Ou alors on va débaptiser des noms. Qu'on enlève le nom de général Damad, qui était responsable de la pacification du bombardement. Ou voilà, ça peut à la limite se comprendre, même si je trouve, quoi qu'il en soit, ça rappelle l'histoire, ça renvoie à des éléments historiques. Mais parfois, c'était par exemple, on a un quartier à Casablanca, la Maarif, qui portait que des noms de montagnes. Rue de Jura, les Alpes, Pyrénées, etc. Alors toutes les rues, bon, bien sûr, c'est d'augustes personnages, Abou, etc., des noms à rallonge, mais je vous assure, on ne sait pas qui c'est, donc on ne fait même pas l'effort de mettre une indication pour notre culture générale à tous, pour dire qui c'est, à quoi ça correspond au juste. Oui. Le nom des rues, on aimait toujours. C'est de mettre justement, de dire qui c'est. Donner la naissance, par exemple en France, très souvent, juste à faire des rues. Dans les arrondissements, on peut apprendre. C'est un poète, c'est un historien, c'est un acteur, Ici, on ne le fait pas du tout. Hein. Oui, voilà.
va reprendre là. Grito. On va reprendre la question là. Tu l'as pas. J'ai compris, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en se promenant un peu dans les rues en France, on peut apprendre, on peut découvrir, voilà, on apprend découvrir les Sans personnages. aller à l'école, parfois, on fait juste faire les quartiers, tourner à droite et à gauche. On peut apprendre plein de trucs sur les écrivains, sur les poètes. Sincèrement, c'est le monde que nous avons ici. C'est le cas ici aussi un peu, mais il faut avoir la curiosité pour le coup d'aller chercher. Nous, on a un petit circuit où on marche, et où en fait, grâce à ce petit circuit de marche, j'ai appris qu'il était de Heavy seulement. Non, seulement, on avait vu, on peut dire les deux. Je pense que ça existe, mais il faut aussi avoir un peu la curiosité de chercher l'information. Pour l'information collective, intéressant quand même dans les communes marocaines, ils inscrivent le minimum de renseignements possible. Il est né à telle date, mort à telle date. Il faisait telle fonction. C'est des petits renseignements minimes. Après, on peut prendre le dictionnaire, on peut prendre Wikipédia, tout ça, on peut le faire par la suite. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, parce que justement, quand la commune de Casablanca a voulu donner le nom de ton grand-père à deux des avenues, nous avions insisté pour qu'il y ait justement une petite stèle, parce que les gens vont voir ce nom pour dire qui c'est ce monsieur. Donc on met quelque chose, une sorte d'épitaphe en quelque sorte, on dit bon, ce monsieur-là c'est pas vrai, est poète, est un homme politique, bref, effectivement vous avez raison. Maintenant, notre problème chez nous, c'est que ce sont les communes en général qui ont les noms des hommes de certains. Et nos communes étaient, disons, les premières assemblées, étaient en général des assemblées composées de gens d'enseignement, qui ont toute tendance à, disons, donner des noms de fréquemment de poètes parfois tout à fait inconnus au Maroc. On trouve des noms bizarres, on se dit, enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Alors que les noms marocains, de gens qui ont fait ce pays, sont inexistants. Effectivement, je pense qu'effectivement, il faudrait maintenant arriver à donner des noms de gens connus qui, pour avoir imprimé leurs traces dans l'histoire de ce pays, et dire qui ils sont, pour que notre mémoire. Voilà. Une commission, logiquement, qui fait ça partout dans le monde. Dans le monde civilisé, bien entendu. Alors, on va passer vers une question un peu du public. Bon, d'abord, je voudrais remercier la Fondation, d'avoir organisé cette rencontre. Alors, je viens d'acquérir le livre, hein, il est vraiment très intéressant. J'ai posé 3 ou 4 questions, si vous me permettez, rapidement. Alors, la première, c'est, j'ai cru entendre que vous avez passé beaucoup d'années à faire des recherches. J'aimerais savoir combien d'années pour aboutir à ce résultat. Est-ce que vous avez une idée? Certainement. Deuxièmement, est-ce que vous avez été dans toutes les villes et tous les villages que vous avez cités? Plus de 460 entrées, je crois. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Et puis aussi, qu'est-ce qui a motivé? Parce que, bon, bien sûr, vous n'avez pas pu tout recenser, justement. Je vous dis ça parce que j'ai cherché tout à l'heure, il y avait Oui J'aime, on avait fait une mission sur des villages et des communes qui ne sont vraiment pas connues. Et à côté de Safraout, il y a une petite commune qui s'appelle Tasrit, qui ne figure pas. Donc peut-être, je me suis dit, peut-être que c'est parce que le nombre d'habitants vous a été peut-être l'un des critères qui fait que vous avez en fait balayé une partie, pas toutes les communes qui existent. Donc je crois que j'ai posé mes 3 questions. Je vous remercie encore pour la valeur de ce livre, et vraiment, j'ai appris quelque chose. Ah pardon, je suis Wafa Diaz, je suis retraitée maintenant, mais ancienne professeure à l'École nationale d'administration, mais surtout présidente d'une association qui s'appelle le Tamaroc et qui travaille sur le développement local. C'est pour ça que je suis vraiment intéressée par toutes les communes. Et puis aussi, dernière question, est-ce que vous parlez l'amazigh? Parce que ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on fait Voilà. Déjà, j'ai écrit tellement vite que C'était combien d'années?
franchement, j'ai pas compté mais beaucoup d'années parce que justement, j'ai travaillé en faisant d'autres livres en parallèle. Et en plus de ça, le livre est terminé depuis un moment et je devais le sortir avec Sabdeni Abdalhou, avec la Causée du chemin. Et il a préféré sortir un livre dont je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que je suis par ailleurs fondatrice d'un groupe qui s'appelle Cette Casablanca sur Facebook. Et j'avais regroupé les doléances du groupe pour les publier, pour les diffuser gratuitement sous format PDF sous le titre Le livre noir de la vie blanche. Et Safnani a tenu absolument à en faire extrême paradoxe, un beau livre, alors que c'est la série noire de la gestion du Casablanca au terme de 10 ans de gestion catastrophique. Et bon, évidemment, ça a retardé la publication du livre. Évidemment, j'ai publié, je tiens toujours à le rappeler que j'ai cédé tous mes droits d'auteur à une association caritative parce qu'il était pour moi hors de question de toucher les droits d'auteur sur un livre qui est en rapport avec l'activité citoyenne. Donc le livre, en fait, était là, mais je confine. Et c'est interminable. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, c'est comme pour les noms de famille, à un moment on se dit on arrête et on passe à autre chose. Alors parfois, pour revenir à ce terme de SLET, je prête le nom SLR. Alors il faut dire que parfois, il y a des noms qui sont du même univers sémantique. Donc pour éviter les redites, même s'il s'agit d'espaces géographiques différents, et c'est pour cela que je privilégie la forme du dictionnaire et non pas d'un découpage géographique qui serait limité, même si c'est le Maroc, et bien ça crée quand même des sortes de divisions. Alors que là, chaque région, par exemple le nom de Jade, on a ou la Nigeria, on a Abjoud, on a toutes les formes de ce nom qui existent à travers le Maroc et elles montrent les pérégrinations de la tribu des Etmjad à travers le pays. Donc le nom Tesselet, je le prête au nom Tesselet, qui renvoie à une grande localité. Après, en bas, je mets toujours nom proche et je mets les différents noms pour le cas où le nom n'est pas traité, les personnes peuvent revenir. Et dans ce cas-là, je privilégie d'abord les lieux qui sont connus, qui sont les plus connus, qui sont les plus peuplés, qui sonnent à l'oreille. Voilà. Alors moi je voyage à travers le Maroc. Je tiens le Maroc en long, en large et en travers. J'adore faire des randonnées, j'adore découvrir le Maroc profond, voilà. Donc parfois des endroits où il y a à peine la mobilette qui passe et bien sûr des bêtes de somme mais pas de voiture. Ça je le fais régulièrement le long de l'année, mais je n'ai pas la prétention de visiter tout, non, d'avoir fait le tour, c'est impossible. Sachant que pour ma base documentaire, je me fonde essentiellement sur la documentation livresque. Donc c'est des livres pour moi qui importent. De la même manière que pour le dictionnaire des noms de famille. Les anecdotes, les légendes, on les trouve aussi dans les livres. Parce qu'il y a beaucoup de monographies de régions qui sont des ouvrages qui sont écrits par les natifs des lieux et qui racontent eux-mêmes ces légendes qui se rapportent aux lieux. Par exemple, pour Saleh Titouane, pour Daoud, pour Saleh, c'est pas les ouvrages qui manquent, pour Mekines, etc. Et donc, c'est des gens que je les reprends, citant évidemment les auteurs et qui figurent aussi dans les références. Mais quand je voyage, je ne peux pas m'empêcher de demander, sauf que ça part évidemment dans tous les sens, parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes. Et puis il y a le poids de cette étymologie populaire qui, des fois, est totalement déconnectée de la réalité et qui en devient même anecdotique, qui n'est pas forcément à tous les coups intéressante à raconter. Alors j'ai appris, oui, par la force des choses, et j'arrive même à faire des connexions incroyables. Des fois, je suis fière de moi parce que je me dis à chaque fois que je m'en sors bien parce que j'arrive à faire des connexions se forment comme ça. Je regrette pas, je ne sais pas comment apprendre. Je pense que je dois faire une immersion quelque part dans un milieu qui parle uniquement à l'asienne. Et c'est le seul moyen, je crois. Oui, exactement. Ouais. Donc je suis toujours avec mes dictionnaires de langue. Et la musique aussi, ça a été. Oui. Ouais. Apprendre à chanter dans une voix. Oui, plus facilement, c'est vrai. Ouais. Moi, par exemple, on sait chanter en
chante en amazigh, mais sans savoir ce qu'on dit. Est-ce que Zainab? Moi, je voudrais d'abord féliciter Mme Mounarchi pour le travail qu'elle a fait, qui est vraiment un travail colossal, parce que c'est dans le croisement, aux confluences, ce que vous avez fait de plusieurs disciplines, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique. Et la linguistique, en dépit de ce qu'on peut croire, est une science très, très précise. Alors, ça m'a rappelé un livre que peut-être, dont vous avez peut-être entendu, que j'ai lu entre mes mains il y a très longtemps et que j'ai perdu malheureusement, qui s'intitule « Les Berbères ont découvert l'Amérique », et qui a été écrit par un Français qui était au Maroc du temps du protectorat en 1930. Et il s'était basé sur les similitudes entre justement les toponymies des fleuves, de certains villages marocains, et il s'était rendu par la suite dans le sud d'Amérique, l'Amérique du Sud, et donc tout le livre est basé là-dessus, et il dit, voilà, ce sont les Berbères qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Ça, c'est juste une anecdote, et c'est un livre qui, sur le plan scientifique, ne vaut rien. Mais bon, alors, moi, ce que je voulais, j'avais deux petites questions. La première, c'est, il y a une ville, par exemple, qui a gardé son double nom, qui est Souera, Mogador et Samira. Alors, pourquoi? Et est-ce qu'il y en a d'autres au Maroc? Et la deuxième, vous avez beaucoup parlé d'identité, au singulier. Et vous avez dit à un moment donné, en parlant des familles, l'identité pure. Et vous avez parlé d'identité maurisque. Moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que c'est un mot qui, pour moi, est un mot assez dangereux. Surtout quand on lui rajoute pur et qu'on le met au singulier. Donc, je voulais comprendre qu'est-ce que vous lui donnez, vous, comme sens. Parce que moi, je préfère parler d'origine, d'appartenance, mais je ne sais pas. Et surtout, identité maurisque. Moi, j'étais interpellée hier, une dame qui m'a dit « Ah, vous êtes la famille Ahmed, est-ce que vous êtes comme moi aussi maurisque ?» Je me dis « C'est quoi, c'est une mode ?» de dire « Ah oui, moi je suis… » Vous voyez, donc j'ai une identité maurisque. Moi, je suis marocaine d'abord. Et les maurisques, ils ont été d'abord berbères avant d'être maurisques, etc. Donc, c'est ça un petit peu ce que je voulais… Ma question, excusez-moi. Je suis Oumama Ahmed. Non, j'évoquais la question de l'identité et maurisques avant qu'ils ne viennent ici, du temps où ils étaient en péninsule ibérique et où ils étaient persécutés du fait de leurs anciennes origines musulmanes, parce qu'évidemment, ils ont été, comme vous le savez tous, empêchés de pratiquer leur culte, empêchés de parler leur langue, empêchés de porter leur costume traditionnel, empêchés de célébrer tout ce qui réfère de près ou de loin à leurs coutumes, à leurs traditions, etc. On a même détruit les bains morts qui étaient liés dans l'imaginaire catholique de l'époque aux ablutions des musulmans. Et donc quand je parlais de cette identité, c'est pas du maurisque aujourd'hui ou même du maurisque au moment où ils sont arrivés. C'est cette identité qui leur a valu d'être persécutés parce que justement les milieux catholiques, autorités religieuses et autorités politiques, ont décrété ce qu'ils appelaient eux-mêmes le sang pur, parce que ces maurisques, même s'ils se sont convertis de gré ou de force depuis pratiquement 1500, en 1609, on a considéré que ces personnes-là n'étaient pas suffisamment catholiques parce qu'elles portent en elles un sang impur, justement, du fait qu'elles ne soient pas catholiques. Et c'est en ce sens-là qu'elles ont été expulsées. Et donc c'est ça, c'est à dénoncer. Évidemment, moi, en parlant des noms de famille, très souvent, il y a cette question de chérifisme qui revient, cette question, et il y a des clivages, hein, il y a des tendances, disons, des fois radicales des deux côtés, et c'est encore plus flagrant dans les réseaux sociaux, où on assiste à des querelles identitaires qui sont affolantes, qui font très peur, entre les chants de panarabisme pour lesquels il n'y a pas de trace d'arabité, où ils tiennent à le barbar, c'est des sauvages,
et qui ont connu la civilisation uniquement avec l'arrivée des Arabes. Et de l'autre côté, il y a aussi cette crispation identitaire du côté de certains milieux amaziens. Et moi, je dis la notion de race pure est fondamentalement fasciste. Et l'histoire du Maroc est là pour prouver justement toute la beauté de ces mélanges. C'est tellement inextricable qu'on n'arrive même plus à réaliser ce qui est arabe, ce qui est berbère, tellement ça fait corps commun. Donc quand je parlais d'identité, c'était uniquement lié justement à cette présence en péninsule ibérique et qui leur a valu d'être persécutés. D'ailleurs, quand ils ont été expulsés et quand ils sont arrivés ici, ils ont connu eux-mêmes, malgré certains mythes liés à une certaine belle réception qu'ils auraient reçue, ils ont été pas forcément systématiquement bien reçus, même par les populations locales, du fait qu'ils parlaient castillan, ils étaient vécus à l'espagnol, etc. Et donc cette question d'identité m'interpelle. Pourquoi? Parce que dans le contexte actuel, on voit bien aussi qu'il y a une crispation identitaire en Europe, sans arriver au décret d'expulsion, mais des fois on se dit ça nous prend lui. Un jour ils vont décréter que tout ce qui porte un nom pas très laïque pour le coup, devrait passer de l'autre côté d'Intervenir comme l'ont fait le roi d'Espagne avec les autorités catholiques en 1609. Donc ça c'était la première question. La deuxième... Oui, alors Mogador. Alors, justement, tout à l'heure, on avait parlé du nom Agadir. Et le nom Mogador, il est très proche de cette étymologie. C'est vrai qu'on évoque ainsi Mugdoul. Et Mugdoul, si on peut revenir encore là, encore une fois, c'est Gdel. Alors, Gdel, ça donne en langue amazienne une notion de protection. Il y a Igdalen, il y a Egdel, qui est une terre protégée, qui est régie par des lois de transhumance et de pâturage. Et puis, il y a cette notion aussi de lieu circulaire. D'ailleurs, pour revenir à la Danija, parce que je disais que la Danija est merveilleuse, on a Nujdoul, ceinture, ça a bien cette forme circulaire. Conservation du double nom. Alors il y a ce double nom. Au Mogador, il y a encore d'autres étymologies qui sont venues aussi portugaises. Pourquoi cette ville a gardé un double nom? Et est-ce qu'il y en a d'autres au Maroc? Alors justement, je précise bien l'origine de ce nom pour expliquer pourquoi il a survécu, même s'il y a eu d'autres noms en cours de route, le Castelroyal, etc. Et quand le sultan Sidi ibn Abdallah a décidé la reconstruction des Sabira, il l'a appelé Souera. Selon les uns, Souera, c'est parce qu'elle est jolie, c'est Souera, la petite image, photo, etc., ce qui est archi faux. Souera, c'est Sour. D'ailleurs, en Liban, il y a la ville de Sour, c'est Sour. Et elle nous fait là pour renouer avec son étymologie antique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le nom et la double appellation a subsisté. C'est parce qu'elle renvoie à quelque chose de très fort, bien ancré, correspondant à la mémoire des lieux, qui était un ancien lieu porté depuis l'Antiquité et qu'il est resté. Moi, à mon sens, je pense que c'est ça l'explication la plus plausible. Oui, merci beaucoup, Madame Hachim. Oui, pardon. Je me présente à Ali Mekélane, comme beaucoup de monde ici, je suis retraité, économiste retraité. Voilà, moi aussi j'ai droit à 2 questions peut-être. Alors une, je fais appel à la randonneuse. Il y a on nous a raconté, on a visité entre Demenat et dans la vallée de la Dassaout, il y a un village, le plus ancien village de montagne au Maroc. Est-ce que c'est Malaz ou la Mekdès? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mekdès. Un village tout rouge, magnifique, mais en déperdition totale. Et deuxième question, puisqu'on a parlé un peu de l'héritage des Juifs marocains, et puis du retour d'Espagne, beaucoup de Juifs se sont dirigés vers
vers l'est. Il y a un village, Tebdou. Est-ce que ce village, qui était entièrement habité de juifs, est-ce que le nom est d'origine juive ou bien d'origine berbère ou marocaine? Non, c'est d'origine. D'abord, c'est. Oui, pardon. Pourquoi il n'y avait que des juifs dans ce village? Mais il n'y avait pas. Je pense pas que c'était. Oui, je pense pas qu'il était à 100% peuplé par des populations juives, mais il y avait une grande majorité, une grande population juive, une grande communauté juive qui vivait là-bas, qui vivait en plus de Saguenay avec les populations. Mais il faut dire qu'il y a des régions, même dans la Chaouia par exemple, il y a beaucoup de sanctuaires de personnages juifs. Il y a, je veux dire, ils faisaient partie de la vie, voilà, de la vie marocaine. C'est des communautés très très importantes et qui vivaient parfaitement sans absolument aucune discrimination. Aucune. Bon, évidemment, il y a eu des phases, des épisodes historiques, pendant les Almohades, par exemple. À un moment, c'était violent. Avec les Almohades, ils les ont obligés quand même à. Voilà. Mais c'était épisodique. C'était parfois lié à des événements historiques précis, et après, on revenait à la normale. Donc pour Debdou, mais moi, je ne dirais pas village, je dirais une grande ville, à une certaine. Pendant la période de sa gloire historique, c'était vraiment une ville. Au lieu de son emplacement. Et le nom est totalement amnésien. Le nom est totalement amnésien, donc il n'y a pas de nom juif. Il n'y a pas de nom juif. Même les personnalités juives portent des noms arabes ou berbères. Il y a Bersera, il y a Bersera, voilà. Et ce village, malheureusement, je ne connais pas. Non, je ne connais pas du tout. Ouais, le village de Meleketa, c'est lui le village de Meleketa? D'accord. Non, je ne connais pas. Ah oui, merci beaucoup. Oui, je me présente Dr Harch, peut-être. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, je n'ai pas encore lu votre livre, mais je le dirai avec plaisir, c'est une œuvre extraordinaire. Je voudrais savoir si votre liste des villes et villages est exhaustive ou vous avez utilisé des critères particuliers pour limiter votre liste, et si par hasard vous êtes référé à, je présume qu'il doit y avoir un inventaire de tous les villages, de toutes les localités au niveau de l'administration centrale. Est-ce que ça a été une référence pour vous? Ou est-ce que vous avez trouvé aussi des contradictions entre cette liste, cet inventaire, et les autres archives que vous avez pu consulter? Non, honnêtement, je ne me suis pas référée à ça. Moi, ce qui était important pour moi, c'est d'abord de citer les grandes villes. Déjà, c'était incontournable, les principales villes, disons, du Maroc. De n'oublier aucune région du Maroc, du nord au sud. Les villages, selon quels critères des fois, c'est les tailles des populations, et c'est aussi des noms évocateurs, c'est-à-dire qui permettent de raconter une histoire derrière. Autrement, ça perd de son charme si c'est juste pour donner des éléments démographiques ou autres, ça perd toute sa saveur. Donc en tout, il y a 470 noms, et comme je disais tout à l'heure pour le nom SLS, il y a des fois des correspondances entre un nom et un autre. Même si ça n'y paraît pas à première vue, parce que chaque fois il faudra qu'on se dit qu'il y a un lien, mais il y a quand même un lien parce que c'est la même tribu, ou c'est le même ancêtre. Par exemple, les plaines de Michou, etc. Donc on va les trouver c'est-à-dire qu'il y a des variantes de ce même nom qu'on va trouver en différentes régions. Donc je ne vais pas citer à chaque fois parce que ce serait vraiment une redite inutile. Et donc voilà. En espérant pouvoir enrichir plus tard. Dans le prolongement, et c'est même complémentaire, il y a une base. Pardon, merci, vous m'avez rappelé, j'avais oublié mon nom. Ça arrive. Je sais que tout le monde te connaît. Non, c'est pas. Il y a une base de données fabuleuse, évidemment, c'est celle des noms des 35 000 Douars au Maroc. Donc, les résultats du recensement, donc j'ai eu à travailler pour d'autres
comme ça, libéré des connaissances, et puis voilà, le hasard, puis un certain équilibre avec le travail. Ça, c'est une première question. Une démarche peut-être un peu plus systématique, mais je ne pense pas que ce soit la panacée de là. Deuxième chose, pour prolonger un petit peu le plaisir du chercheur, du lecteur, est-ce qu'il y a un projet de mettre cet ouvrage en forme PDF et surtout avec les liens électroniques, enfin, qui peuvent être, moi je trouve ça fabuleux, je trouverais peut-être, c'est un projet une fois, avec, on peut améliorer à dire, chaque fois mettre le GPS, etc., mettre la photo qui correspond, et ce serait une formidable introduction à la géographie du Maroc. Moi je trouve que ce serait extrêmement utile pour les lycéens, imaginez, hein, de faire, parce que moi j'ai eu à faire passer des tests de géographie. Bon, je n'en parlerai pas, on a du mal à placer quelles sont les chaînes principales, chaînes mondiales, etc. Juste pour une introduction illustrée et moderne pour faire. Pardon, madame. Ce serait une manière ludique pour illustrer et pour faire aimer, et faire connaître. Voilà, est-ce que c'est un projet? Et s'il n'est pas là, enfin, je veux dire, moi je pense que c'est quelque chose de faisable aujourd'hui. J'ai pensé au fait au moment de signer le contrat, j'ai pu l'espérer parce que j'ai gardé les droits donc je vous disais, j'ai espéré en signant mon contrat avec mon éditeur de signer que pour la version papier, de garder cette possibilité, justement parce qu'il faut vivre son époque de toute manière. Je parlais tout à l'heure d'Internet en tant qu'outil fantastique où on trouve le pire, mais on trouve le meilleur aussi. Et même en termes de diffusion de l'information, je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires à ce niveau. Donc franchement, les idées ne sont pas très claires parce que le livre vient de sortir, je suis sur d'autres projets en parallèle. Et puis cette question répond en même temps à la première, parce que dans le cadre justement d'un travail comme ça, là, on peut s'éclater sur le plan justement de ces informations, de cette typologie dont vous avez parlé, où on peut restituer tous ces éléments-là d'une manière un peu moins sèche que si ça avait été un texte écrit où tout de suite on risque de tomber dans ce qui ressemblerait à une espèce de document administratif ou un peu trop rigoureux en fait. C'est ça. On a une question de la seule, et puis après, on peut prendre encore deux autres questions. Non, c'est ici d'abord. Non, là, c'est d'abord. Elle ne peut pas. Elle a peur. Gilles. Bonsoir, Adil Majdi, futur retraité, Inch'Allah. Je voulais tout d'abord penser le Marham Sidi Abou Bakr Qadiri, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Et je tiens à féliciter sincèrement ses enfants et ses petits-enfants. Et j'espère qu'ils continueront à porter le flambeau le plus longtemps possible, Inch'Allah. Je voudrais remercier Maha qui joue un rôle de modératrice extraordinaire. C'est une nouvelle vocation, je pense. Je remercie sincèrement pour le patrimoine national, l'Allamouna Hachim, pour vos livres exceptionnels. Ajrak Andullah, vraiment, du fond du cœur. Et vous avez dit à un certain moment que vous auriez souhaité, ou vous souhaiterez, Inch'Allah, traduire le livre en arabe, et peut-être même en amazigh, et pour que un maximum de personnes puissent avoir accès à vos écrits. Et la question que je pose, parce que en commençant à lire vos livres Villes et Villages, après avoir lu Nom de famille, je me dis que ça serait extraordinaire d'avoir des podcasts de l'Allamouna et d'écouter tranquillement et d'être emporté par les histoires des villes et des familles. Alors je ne sais pas si c'est un projet auquel vous avez pensé, mais je pense qu'après les histoires extraordinaires de Belmar, je verrai bien les histoires extraordinaires de l'Allamouna. Voilà. Il se trouve justement, ça fait 1 année et demie
puis maintenant, j'écris des chroniques hebdomadaires sur le site 360, qui paraissent tous les samedis. Et en général, je parle toujours d'éléments d'actualité pour parler d'histoire. Des fois, c'est une évocation d'un souvenir de bataille, des choses comme ça, donc particulièrement porté sur l'histoire et le patrimoine. Avec de temps en temps des petits Google quand il le faut, parce qu'on est quand même interpellé par l'actualité, nationale ou internationale. Mais sinon, avec le même groupe, je fais des podcasts qui paraissent tous les samedis aussi. Et ça s'appelle Marocain dans l'histoire, et j'en fais un en français et j'en fais un en arabien, en arabien, qui s'appelle Marocain dans l'histoire. Et donc chaque semaine, je traite d'une personnalité qui a marqué l'histoire du Maroc, homme ou femme, une majorité de musulmans, mais aussi quelques juifs, les 4 coins du pays, et tous les domaines d'activité, pas seulement des rois, des princes, mais aussi les monsieur, madame, tout le monde, tous les domaines liés à la connaissance, mais pas seulement des généraux, des militaires, des chefs d'affaires, etc. Donc voilà, donc c'est passionnant, donc je fais ça, et donc franchement, les villages seraient dans le sillage et dans la continuité naturelle. Merci à vous. Oui, j'ai enfin pu avoir le micro. Nasser Al-Hadiri, universitaire, économiste retraité, très porté sur le développement territorial. Je vais m'arrêter à la lettre S, tout simplement. Il y a une ville qui a disparu, mais qu'on cite beaucoup, et je suis toujours surpris quand je vais dans la vallée du Ziz, qu'on n'ait pas pris le nom de cette ville pour la remplacer par un autre, Rissani. Si ça n'existe plus. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le cas de beaucoup d'autres villes au Maroc? Bon, on a parlé bien évidemment de Salstor qui est devenu Rachidia, ou de Mahmedia qui était dans l'Argent, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire de garder quand même les noms de ces villes très importantes qui ont marqué l'histoire du Maroc, comme Armet par exemple? On parle plutôt de Jma'a d'Armet, c'est plus Armet, c'est la grande ville de Marrakech. Voilà, donc ça c'est la première question. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être raviver un peu la mémoire des Marocains en remettant peut-être des noms d'anciennes villes là où ils ont existé? La deuxième question, relative à Salé, quand même on est à Salé. Alors je suis toujours, disons, un peu surpris et étonné qu'on parle de Salé, de Salah, la romaine, qui est sur l'autre rive. Et puis, progressivement, hop, on va vers Salé, de l'autre côté, mais on ne sait pas comment. Et même quand je vous ai lu, à un certain moment, vous dites que la décision des Zénètes de diriger donc, Salé, mais on ne sait plus. Est-ce que c'est le rocher ou c'est plutôt Salé, la nôtre? Merci. C'est-à-dire que ce qui prime, encore une fois, c'est le nom. Avant le lieu, il y a le nom. Donc, moi, je reste un petit peu... Et ça rapporte pas à la géographie. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme pour les noms de famille. C'est d'abord le nom qui prime sur la famille en question. Parce que parfois, il existe plusieurs familles qui portent le même nom. Là, de la même manière, le nom, il se déplace. Par exemple, l'ancienne Larache, antique, n'est pas située dans l'emplacement de la Larache musulmane. Et pourtant, le nom, il est resté. C'est juste un déplacement. Donc, je dois rester... mais pas très loin. C'est ça. Exactement. C'est juste pour dire, donc, on ne parlait pas de la ville. C'est le nom. C'est ça, c'est le nom. C'est la ville par la ville. Les villages. Mais c'est lié, en fait, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est la ville, mais l'extension de la ville, où commencent les limites de la ville, où se terminent les limites de la ville, ça c'est vaste question. Selon les aires de la grandeur historique de cette ville. Pour les deux, il a changé de Pardon? Le contrat, il a changé de cours seulement. La ville qui était à gauche. C'est intéressant de savoir d'ailleurs parce qu'on a dit que le Mouahidine avait voulu faire de Salé, on ne sait pas laquelle, la capitale de leur empire. Et c'est pour cela qu'il y avait donc,
la grande mosquée de Salé d'un côté et la mosquée de Hassan de l'autre côté. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était Salé ou c'était déjà Rabat? Non, Rabat, tout le monde sait que Rabat c'était Salé le 9. Voilà. Donc c'est ça là, toujours. Et voilà. Donc vous avez remarqué qu'on peut dire Je suis étonnée par ta question. Parce que finalement, on ne fait pas encore son histoire. Oui, c'est ça, c'était diamant. C'est Rabat, mais bien sûr, après ça fâche les retraités, mais moi je suis pour l'intégrité. Voilà, c'est pour l'intégrité intellectuelle, parce qu'on dit les corsaires, alors c'est Salé ou c'est Rabat? Mais Salé le 9, c'est Salé le 9, voilà, c'est Salé le 9 qui est devenu la ville de Rabat. D'ailleurs, qui citait dans votre livre, je pense, sur les manuscrits. On a fait la paix, déjà. Oui, oui, exactement. Ça les parce que l'acteur, dans le film, dans ce livre-là, après, il a assisté aux Oudés. C'est ça. Et à Rabat aussi. C'est-à-dire dans la médina de Rabat. Je n'ai pas répondu, il me semble, à une question. Ah oui, sur si j'ai pas ça. Oui, ça allait des grandioses. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais en même temps, on ne peut pas ressusciter les morts, parce que la ville historique, elle est perdue et elle a totalement été ravagée par des bulles de sable, détruite par les Exarchats au XIIIe siècle, détruite par les Mérides, un aussi de l'histoire au XIVe siècle pendant leur guerre interfamiliale. Et donc le nom peut difficilement être artificiel aussi. C'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer à travers ces évaluations, c'est que si le nom n'a pas un ancrage fort, il n'a aucune chance de tenir. Voilà. Quand on voit par exemple Medina Zahara oui. C'est une ville qui est dans le relief de ses centres. À partir du moment où il y a eu une histoire, ils ont commencé à rebâtir tout doucement. C'est une ville qui est très importante dans l'histoire du Maroc. Il n'y a pas mieux de la faire disparaître. C'est idiot. Mais à condition qu'il y ait à côté, parce qu'on ne peut pas juste insister sur le nom, sans qu'il y ait justement toute cette volonté voilà, de raviver et de réhabiliter la mémoire des lieux. C'est ça, c'est ça. Parce que la famille est restée. Oui, c'est ça. J'aurais une dernière question. Madame Moulage, bonsoir. C'est toujours un plaisir de lire, d'écouter, comme ce soir, de lire les Anwar Chataoui, médecin, quand je peux, je fais du journalisme médical. Alors je voudrais vous dire d'abord, non pas uniquement à Salé, mais à mon quartier natal. Et ma remarque et ma question par rapport à ce quartier natal, j'ai une proposition qui va vous donner du travail. Donc de zoomer, pas uniquement le Modon ou le Khora, et les quartiers. Je donne un exemple très très simple. Jusqu'aux années 50, le Tana, c'était pas Salé. Salé, c'était Dakhil Sour. Le Kharij Sour, c'est pas Salé. Et ce qui est en rapport avec ma question également, je ne sais pas, est-ce que c'est une coïncidence géographique ou quelque chose dans l'air? Si je prends de Tana sur 200 mètres carrés, il y a des noms illustres. Si vous regardez, Zabrahim Bourbid, le Titouani, les deux grands artistes, c'est Mohamed Islam, et le Marhoum, mon père, Salah Char. Merci à vous. Merci. Franchement, merci mille fois, Baha. C'était vraiment un moment de partage, moi, en toute spontanéité. Moi, je viens avec une feuille, dès qu'on me propose, je veux des slides, je veux des trucs, c'est le côté humain qui importe, même si je bug des fois, même si c'est en toute spontanéité. Je tiens à remercier toute l'assistance et à remercier mille fois la Fondation Aboubacar Faderi. Et je suis très heureuse, moi qui tiens tant à la mémoire et au respect et à la perpétuation de la mémoire et du travail de nos aînés, de voir
voir ce travail admirablement effectué par les enfants et les petits-enfants. Je dois vous donner merci mille fois à tous. Merci.